Bonjour, je suis Bernard Andrès, votre agent de voyage littéraire. De la Nouvelle-France à nos jours, la littérature québécoise est fille du voyage et des récits qu'en firent les premiers occupants, les explorateurs, les coureurs de bois et de paysages. Un monde nouveau pour ces derniers, mais qui ne l'était guère pour les nations du nord de l'Amérique qui l'habitaient, ce monde, et de bien longue date. Raconter cette nouveauté toute relative, narrer cette rencontre avec l'autre et avec soi-même, se découvrir autre soi-même est ce qui fonde les premiers textes du corpus québécois, comme les plus récentes tentatives narratives et les plus récentes explorations textuelles et hypertextuelles. Pour nous accompagner dans ce périple, nous ferons appel à l'Atlas littéraire du Québec, publié chez Fides en 2020. Cet ouvrage de référence regroupe une centaine de spécialistes dont certains ont accepté de se livrer ici à l'exercice de l'entrevue. De l'une à l'autre de ces rencontres avec des spécialistes, au gré de ces dialogues sur le roman, la poésie, l'essai, le théâtre et toute autre forme d'écriture, on voyagera en bonne compagnie du XVIIe siècle au XXIe siècle, sur les ailes de l'Association internationale des études québécoises. Bon vent et bon voyage. De la Nouvelle-France au XIXe siècle, les textes poétiques recensés par les historiens de la littérature ne concernent que des chansons ou des poèmes de circonstance rédigés de façon anonyme, explique Éric Boulanger dans l'Atlas littéraire du Québec. Leurs auteurs sont nécessairement français ou créoles du Canada, comme on désignait alors les premières générations de colons installés dans la colonie avant la conquête anglaise et l'arrivée de l'imprimerie en 1764. Des bouts rimés sont alors publiés dans les premières gazettes. Celle de Québec s'en sert parfois pour boucher les trous éditoriaux entre les nouvelles et les avis gouvernementaux. Seule la Gazette littéraire de Montréal, en 1778-79, accorde un statut particulier à la poésie, souvent publiés sous pseudonyme. Il s'agit alors de courts textes écrits par le journaliste Valentin Jotard ou encore par des étudiants du Collège de Montréal qui s'amusent à exercer leur plume en défiant anonymement leur professeur sulpicien. Seul un Français installé dans la colonie, Joseph Quesnel, prend au sérieux les vers, parfois comiques, adressés à ses lecteurs. Ce premier poète et dramaturge déplore amèrement l'absence d'un public à la hauteur de ses ambitions. La poésie canadienne ne trouvera vraiment son public qu'au cours du XIXe siècle, comme nous l'expliquera bientôt Pierre Neveu dans le cadre de ce voyage en littérature québécoise. Bonjour Pierre Neveu. Bonjour. Installez-vous. Pierre Neveu, vous êtes poète, essayiste et romancier, ainsi que professeur émérite à l'Université de Montréal. Vous avez publié avec Laurent Maillot l'anthologie « La poésie québécoise des origines à nos jours » et la biographie « Gaston Miron, la vie d'un homme » en 2011. Deux références incontournables sur la poésie québécoise. Vos essais portent sur les mutations et les migrations de l'identité québécoise à travers sa littérature. Je pense à l'écologie du réel, intérieur du nouveau monde, lecture des lieux et, plus récent, géographie du pays proche en 2022. On vous doit aussi aux éditions du Noroît une dizaine de recueils de poèmes, dont récemment L'espace caressé par ta voix. L'ensemble de votre œuvre vous a valu de nombreuses distinctions, prix Athanase David, Ordre du Canada, Ordre national du Québec et Ordre des francophones d'Amérique. Vous êtes aussi membre de l'Académie des lettres du Québec. Alors Pierre Neveu, pour votre part, la poésie québécoise ne commence vraiment que dans les années 1840. Parlez-nous des origines et de son rapport avec l'histoire. Oui, alors il faut souligner le fait que le premier recueil de poèmes publié
au Bas-Canada ou au Canada français, c'est le recueil Les Épîtres et satires de Michel Bibot en 1830. Donc, quand on arrive dans les années 1840-50, il s'est encore passé très peu de choses, sinon des publications, comme vous l'avez dit, dans les journaux. Alors là, il faut rappeler, même si c'est un lieu commun de la littérature québécoise, de l'histoire du Québec, la fameuse phrase de Lord Durham, un peuple qui vient, un délégué anglais qui vient faire une enquête et qui conclut que nous sommes un peuple sans histoire et sans littérature. Et on peut dire donc qu'on commence avec l'histoire, la nécessité de... Mais très rapidement, et c'est très intéressant de voir que le premier grand historien, François-Xavier Garneau, est aussi un poète. Et je dois dire qu'il y a des... Garneau écrit, par exemple, dans un de ses poèmes, « L'air natal manque à notre poitrine, la sève est lente dans nos corps. » Donc, la vision d'un peuple qui est exsangue, qui est comme épuisé par la défaite et qui cherche à se rehausser, à retrouver une énergie qui manque. Hein? Bon. Et alors donc, va peu à peu se créer, surtout à Québec, un groupe autour de 1860, l'abbé Casgrain, Octave Crémazie, Louis Fréchette et quelques autres, qui vont tous à leur manière créer une sorte de poésie. On peut dire que c'est une poésie qui se veut un peu héroïque, mais c'est l'héroïsme des vaincus, c'est la gloire des vaincus. Fréchette, par exemple, reprend le titre de Victor Hugo, La légende des siècles, mais il en fait La légende d'un peuple, et c'est une série de tableaux historiques des grandes figures de la Nouvelle-France. Alors évidemment, dans tout ça, il y a une énorme nostalgie de la Nouvelle-France. En même temps, il y a de l'amertume à l'égard de la France. Et donc, au départ, cette poésie-là est très impersonnelle, on peut dire. Elle est très oratoire, il faut le dire, et pas d'une très grande qualité poétique, mais c'est une poésie qui est portée par un verbe qui veut glorifier le peuple, idéaliser le passé, glorifier les grandes figures du peuple canadien tel qu'il est à l'époque, dans un état évidemment assez pitoyable sur le plan culturel, mais sur le plan social, économique, mais en même temps, il y a tout de même eu l'effervescence, les patriotes de 1837 qui ont tenté une rébellion, mais qui a été écrasée. Alors, c'est une autre défaite qui vient s'ajouter à celle de la conquête de 1763. Pour revenir à Garneau, vous avez bien rappelé qu'il était poète également et que son histoire du Canada est une sorte de démenti à la phrase de Durham en 1839, c'est un peuple sans histoire ni littérature. Oui. L'histoire existait bien et Garneau la raconta en inspirant une première génération d'écrivains dans les années 1840-1860. Cette naissance conjointe de l'histoire et de la littérature mérite en effet d'être soulignée. Exactement, il faut rappeler que son histoire du Canada, c'est la première, évidemment, qui s'écrit ici, date de 1845, la première édition. Donc, c'est un événement absolument marquant. Et effectivement, c'est un démenti. Oui, on a une histoire. Et Garneau, quand même, était une figure assez progressiste aussi. Et c'est sûr que ce sentiment qu'on a une histoire, d'une certaine manière, sert de fondement ensuite à une possibilité d'écrire, de créer une littérature, mais c'est encore de façon assez timide. Mais cette histoire de Garneau est aussi un beau texte littéraire. Je le considère comme un des premiers essais littéraires d'envergure au Québec. Et cette genèse conjointe de l'histoire et de la littérature mérite d'être soulignée. Oui. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Garneau reste une figure à laquelle on se réfère encore aujourd'hui, c'est évident. Mais alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que on peut dire que cette poésie-là ne peut s'écrire qu'au « nous », à la première personne du pluriel. Hein. C'est vraiment « nous, le peuple »,« nous, les Canadiens », etc. Alors, ça pose tout de suite un problème, c'est-à-dire comment faire émerger des voix plus personnelles, plus intimes, comment...
ça a été pendant longtemps, dans cette poésie plutôt patriotique, une sorte de problème ou de défi, si on veut. Bon. Alors, pendant longtemps, d'ailleurs, c'est cette poésie-là, plutôt oratoire et un peu grandiloquente, qu'on a souvent mis de l'avant, parce que ça représentait quand même un commencement tout de même qui avait une certaine hauteur de vue et qui pouvait annoncer un avenir. Mais en même temps, au fil du temps, on a découvert aussi qu'il y avait des voix plus intimistes, qui souvent d'ailleurs ont été méconnues et même rejetées de leur temps. Je pense entre autres à un poète longtemps méconnu, Eudore Éventurel, qui écrit des poèmes beaucoup plus intimiste sur la vie au collège, une poésie qui est très centrée sur sa propre expérience de la réalité. Je pense aussi au fils de François-Xavier Garneau, Alfred Garneau, qui n'a pas publié de recueil comme tel, mais qui a publié quelques-uns des plus beaux poèmes intimistes du 19e siècle. Je pense à un vers qu'on cite souvent, que je trouve très beau, c'est « Mon insomnie a vu naître les clartés grises ». Et c'est l'aube dans une scène de village, il a plu, il y a l'église, tout est très paroissial, mais en même temps, tout est fait avec une finesse de touche assez remarquable. Alors, il y a donc des voix comme celle-là qui apparaissent, qui sont, je dirais, qui représentent un contrepoids et qui peu à peu vont se développer davantage au début du 20e siècle. On assiste ainsi, à la fin du siècle, à un ancrage dans le pays, cette inspiration régionaliste des écrivains de l'époque. Oui, alors vous avez tout à fait raison, c'est le point auquel je voulais m'arrêter aussi, c'est que, outre cette poésie du nous patriotique et la poésie plus intimiste qui peut porter sur des sentiments intérieurs, finalement, le défi en même temps, et ça va rester longtemps une sorte de problème mais je pense que c'est un problème qui a touché toute la littérature des Amériques. Comment dire notre réalité concrète, matérielle, le territoire, comment dire notre climat, comment dire... Et ça apparaît déjà aussi à l'époque. Même des poètes comme Fréchette, je pense à un autre poète qui est leur contemporain, Pamphile Lemay, eux essaient, des poèmes, Fréchette écrit un poème sur le mois de janvier, sur l'hiver, qui est quand même d'une belle délicatesse d'observation. Pamphile Lemay développe des scènes campagnardes où les fruits sont on est en pleine récolte de fruits, mais en même temps, il y a une mère qui allaite son bébé. Alors, c'est les fruits mûrs. Alors, il y a une sorte quand même de plaisir du territoire, du paysage, une aspiration là qui est beaucoup plus réaliste, qui cherche à dire les choses concrètes et qui va se développer ensuite, qui va devenir vraiment un mouvement qu'on appelle celui du terroir, qui se manifeste particulièrement fin 19e et jusque dans les années 20 et 30, où parfois, évidemment, c'est mêlé à une sorte d'idéologie, c'est-à-dire que c'est une sorte d'idéalisation de la vie catholique, paroissiale, campagnarde, mais il y a aussi là-dedans la partie je pense que la plus juste, la plus intéressante sur le plan poétique, c'est celle qui vraiment quand même est tourné vers le réel le plus sensible. Peut-être le meilleur héritier de cette tradition-là, et c'est vraiment en dehors du terroir, c'est vraiment un poète que je dirais paysagiste, mais paysagiste en même temps avec de très fortes émotions intérieures, c'est Albert Lozeau, qui publie dans les années 20 et qui est peut-être l'héritier intimiste le plus juste, qui reste évidemment, il pratique une forme poétique qui reste encore assez traditionnelle, mais avec quand même une très grande délicatesse. Des poèmes sur l'automne qui sont très beaux, On assiste ainsi, à la fin du siècle, à un ancrage dans le pays. Cette inspiration régionaliste des écrivains de l'époque n'est pas propre aux Canadiens. La plupart des littératures des Amériques sont passées par cette phase régionaliste ou terroiriste, comme ici. Une phase où l'on a besoin de nommer le pays et de se nommer dans le pays. Les lettres canadiennes doivent être appréhendées sur le paradigme américain au sens continental et pas seulement sur le paradigme français. Tout à fait. Mais
paradoxalement, pourrait-on dire, le plus grand poète du 19e siècle, mais on est rendu déjà à la veille du 20e, n'est pas un poète... il l'est en partie dans certains poèmes, Soir d'hiver, Ah, comme la neige a neigé, ma vie était un jardin de givre, tout le monde connaît, tous les Québécois connaissent ces vers-là, parce qu'ils ont aussi été mis en chanson. Mais Néligan, c'est quand même plus un héritier du symbolisme, du romantisme, et un peu du symbolisme français. Et là, on n'est pas on n'est pas vraiment dans une poésie qu'on pourrait dire américaine comme telle. D'ailleurs, il y a beaucoup de références à la culture européenne, par exemple la musique, Chopin, les mazurkas et tout. Bon. On n'a pas de vraie opposition entre régionalisme et exotisme. Dans la poésie, c'est un peu réducteur, non? C'est-à-dire, oui, il y a eu ce qu'on appelait un certain courant exotique, mais je trouve que le terme est un peu pas tout à fait bien choisi. Moi, je dirais que c'est un courant peut-être plus artiste, qu'on trouve chez, par exemple, chez Néligan lui-même déjà, mais ensuite chez Paul Morin, chez René Chopin, chez Marcel Dugas, qui a fait des poèmes en prose très je dirais, un peu maniéré, mais vraiment très... c'est vraiment un peu dandy aussi, hein, c'est un peu bon. Mais l'exotisme, oui, par exemple, chez Paul Morin, il y a des poèmes sur le Japon, la Turquie, bon, il était diplomate, alors il a écrit sur des pays étrangers. C'est une forme extrêmement léchée, extrêmement soignée et tout. Mais pour moi, c'est beaucoup plus... ce courant plus intimiste dont j'ai parlé avec Lozo, par exemple, et qui ensuite, dans les années 30, là, va trouver des formes beaucoup plus modernes dont je pourrais parler ensuite. Mais voilà, à peu près, là. Et parmi ces femmes, quelles sont les voix qui se démarquent déjà? Est-ce que Blanche Lamontagne... Bon, Blanche Lamontagne-Beauregard serait une parfaite représentante du terroir. Bon, elle écrit sur les vaches, sur la moisson, alors c'est la vie sur la ferme, mais c'est la réalité, il faut le dire, à l'époque, d'un très grand nombre, de la majorité même des Québécois. Le Québec est en train de s'urbaniser, mais c'est encore assez limité. Je voudrais quand même faire un petit rappel, avant d'en arriver aux femmes comme telles, c'est que autour de Néligan, il y a quand même l'École littéraire de Montréal, où on sent une volonté de modernité, d'influence des lectures européennes, mais aussi une tension, sans doute, entre le monde intimiste et le monde plus près du terroir. Et d'ailleurs, un groupe de l'École littéraire de Montréal, autour d'Albert Ferland, va vraiment se distinguer du côté de la poésie du terroir. Mais dans tout ce monde, et d'ailleurs c'est vrai pour l'École littéraire de Montréal, les femmes sont, pour ainsi dire, absentes. Bon. Là où ça change vraiment, c'est au tournant des années 30. Il y a tout un groupe de femmes qui apparaissent. Certaines sont rassemblées autour du poète Alfred Desrochers à Sherbrooke. Alors Simone Routier, Eva Sénécal, Medje Vézina, Jovette Bernier. Tout un groupe de femmes qui... Je pense, si elles avaient écrit aujourd'hui, elles auraient fait vraiment des œuvres poétiques qui se seraient développées, alors que dans la plupart des cas, ces poètes-là n'ont pas pu donner leur pleine mesure. Sans doute parce qu'elles étaient des femmes, mais tout de même, ce qu'elles font entendre, et en ce sens-là, elles sont des héritières d'Albert Lozo, elles font entendre une voix intimiste, une voix personnelle, des émotions, la douleur, le mal d'amour chez Jovette Bernier, les cœurs brisés chez Medje Vézina. Il y a des descriptions très fortes qui sont aussi très ancrées dans la réalité, l'énergie que donne le matin en été, avec les insectes qui bourdonnent, avec les abeilles qui sont autour. Il y a une sorte de sentiment très charnel de la réalité qu'on n'avait pas chez la plupart des poètes antérieurs. Ou alors c'était teinté de, comme j'ai dit, d'une sorte d'idéologie un peu idéalisante. Et ces femmes se mettent à écrire, à sortir de la sphère privée où on les avait cantonnées jusqu'alors. Issues pour la plupart des milieux plus nantis de la bourgeoisie, elles tiennent parfois un journal intime qu'elles détruisent au moment où elles se marient.
Certains publient dans les journaux. Célina Bardi, par exemple, intervient dans l'espace public et, devenue veuve, elle publie en 1908 ses poèmes et son récit de voyage en Algérie. Le journalisme a souvent été une voie, puis ça va être vrai par la suite aussi. On connaît les grandes romancières, Germaine Gavremont, Gabrielle Roy, qui sont venues à la littérature par le journalisme également. C'est vrai que le journalisme et le journal intime ont été des lieux d'écriture très importants pour les femmes, mais dans les années 30, ça devient plus visible institutionnellement. Des recueils ça commence à être publiés et sont bien reçus par la critique. Donc, comment évoluent alors l'inspiration et les pratiques poétiques dans les années 1930 à 40? Assiste-t-on à une mutation poétique des années 30 aux années 60? Sans aucun doute. Et c'est une mutation extrêmement importante qui en fait, qui va déterminer toute la poésie québécoise contemporaine. Bon, c'est l'époque, bon, évidemment, de la crise économique et tout ça, et surgit une certaine poésie plus populaire. Bon, je pense à quelqu'un, c'est un pseudonyme, Jean Arrache, qui va publier des poèmes qui sont vraiment des poèmes près du peuple, de la vie du peuple, le monde des chômeurs, un monde très urbain aussi, très bon. Il y a quelques autres exemples de ça. Mais ce qui est surtout important dans les années 30, c'est que on peut dire que c'est l'émergence de la modernité, si on entend par modernité, par exemple, il y a une mutation formelle. Pour la première fois, et c'est déjà vrai chez, par exemple, Simone Routier, puis ça va être vrai chez plusieurs autres ensuite, on passe du vers régulier, d'une forme qui était souvent assez académique, au vers libre, et c'est... il faut voir qu'il y avait... passer au vers libre, c'était un geste idéologique aussi, parce que les conservateurs de l'époque jugeaient que c'était le vers libre, c'était la décadence, c'était la fin de l'ordre, si on veut. C'était prometteur du pire, d'une sorte de décadence et de chaos. Alors, apparaissent des figures qui sont souvent des figures assez solitaires. Je pense à Alain Grandbois. Alain Grandbois est né dans une famille un peu bourgeoise de Québec et tout, mais il voyage, il va en France, il va en Chine, et il publie en Chine des poèmes, ce qu'on appelle des poèmes d'Ankéou, qui malheureusement, pour la plupart, ont été détruits dans le naufrage d'un navire. Mais c'est des poèmes, alors, qui font entendre un nouveau souffle complètement, un peu cosmique, d'une liberté de l'imaginaire qu'on ne connaissait pas avant. Évidemment, l'autre grande figure qui apparaît à ce moment-là, c'est Saint-Denis Garneau, qui va publier Le Regard et Jeu dans l'espace en 1937. Et alors, il faut voir que ça vient, ça aussi, d'une certaine ébullition intellectuelle. Là. Il y a autour de lui un groupe qui s'appelle La Relève, qui lit des philosophes français comme Jacques Maritain, qui essaie de penser, je dirais, un humanisme chrétien, progressiste, qui est en rupture évidemment avec le conservatisme, le catholique conservateur qui est quand même, qui occupe le haut du pavé quand même encore à l'époque. Alors c'est des groupes relativement marginaux. Avec Grandbois et Garneau, on peut dire qu'on a là, on peut parler du groupe des 4 aînés parce qu'à eux s'ajoutent 2 femmes qui elles aussi qui sont un peu plus tardives, mais qui vont aussi avoir une énorme influence, c'est-à-dire Rina Lanier et Anne Hébert. Donc, dans chaque cas, il y a la prise en charge d'un langage poétique singulier. C'est vraiment, par exemple, chez Anne Hébert, c'est un langage extrêmement dépouillé. Je pense à un poème qui commence avec « Nous avons planté nos mains au jardin ». Bon, alors c'est des images qui sont étranges. Et ces mains-là, plantées au jardin, cherchent à attraper des oiseaux, mais des oiseaux qui malheureusement ne viennent pas. Bon, alors il y a une image un peu de stérilité là-dedans. Alors que, au contraire, Rina Lanier, ce sont de grands versets inspirés par une pensée chrétienne un peu mystique. C'est une plongée dans les profondeurs de l'être, les profondeurs du langage aussi. Alors, il y a la découverte de tout un monde
imaginaire et un monde, un univers de langage aussi, qui est, dont chacun s'approprie certaines modalités et qui fait que ces quatre figures-là, Grandbois, Garneau, Lanier et Hébert, vont vraiment être vus comme les fondateurs de la poésie moderne au Québec et vont toujours demeurer honorés et respectés par leurs héritiers. Pierre Neveu, pourriez-vous nous donner quelques extraits des œuvres dont vous avez parlé? Alors, Alain Grandbois, poème extrait des Îles de la Nuit, publié en 1944. Prise et protégée et condamnée par la mer, je flotte au creux des houles. Les colonnes du ciel pressent mes épaules. Mes yeux fermés refusent l'archange bleu. Le poids des profondeurs frissonne sous moi. Je suis seul et nu. Je suis seul et sel. Saint-Denis Garneau, Regard et jeu dans l'espace, 1937. Je suis une cage d'oiseaux. Une cage d'os avec un oiseau. L'oiseau, dans ma cage d'os, c'est la mort qui fait son nid. Lorsque rien n'arrive, on entend froisser ses ailes, et quand on en rit beaucoup, si l'on cesse tout à coup, on l'entend qui recoule au fond. Rina Lanier, La Malmère. Je descendrai jusque sous la Malmère où la nuit jouxte la nuit, jusqu'au creuset où la mer forme elle-même son malheur. Sous cette amnésique nuit de la Malmère, qui ne se souvient plus de l'étreinte de la terre, ni de celle de la lumière, quand les eaux naissaient au chaos flexueux de l'air, quand Dieu les couvrait du firmament de ses deux mains, avant la contradiction du souffle sur les eaux. Et enfin, Anne Hébert. Anne Hébert, La fille maigre. Je suis une fille maigre et j'ai de beaux os. J'ai pour eux des soins attentifs et d'étranges pitiés. Je les polis sans cesse comme de vieux métaux. Les bijoux et les fleurs sont hors de saison. Un jour, je saisirai mon amant pour m'en faire un reliquaire d'argent. Je me pendrai à la place de son cœur absent. Vous avez parlé des échos au mouvement romantique, parnassien, symboliste. Est-ce que le surréalisme lui-même a marqué de plus jeunes poètes dans les années 40-50? Oui, alors ce qu'on peut noter quand même, c'est qu'il y a un certain décalage. Par exemple, dans les années 30, il y a encore, à toute fin pratique, pas de traces du surréalisme au Québec, y compris chez le groupe de la relève Saint-Denis Garneau dont j'ai parlé précédemment, et on ne peut pas dire non plus que Grandbois, qui commence à écrire dans les années 30, soit surréaliste. Alors, la guerre marque un changement majeur, et dès l'après-guerre surtout, 1945-46, on voit apparaître très nettement, je dirais, une véritable... D'abord, ça s'inscrit dans un mouvement de révolte, qui va donner lieu notamment à un manifeste en 1948, qui est très célèbre au Québec, qui s'appelle « Refus global ». Je pense que déjà le titre indique bien. C'est une révolte contre l'oppression catholique qui pèse sur le Québec, mais surtout contre tout ce qui empêche la liberté totale de l'imagination, qui empêche les forces créatrices de s'exprimer. Et alors, ça prend, entre autres, la forme d'une, ce qu'on peut appeler une révolution surréaliste chez des poètes qui sont parfois très radicaux, et même, dans le cas, par exemple, d'un Claude Gauvreau, qui commence à écrire à cette époque-là, qui reproche même aux surréalistes français de ne pas aller assez loin. Et selon Gauvreau, la véritable logique du surréalisme, ce serait même de déconstruire le langage, de créer un nouveau langage. Alors, je peux en donner un exemple. Alors, ça donne ceci, par exemple. Alors, c'est chez Gauvreau. C'est un langage qu'il a appelé l'exploréen, dont on peut trouver des traces, par exemple, chez Henri Michaud, dans certains poèmes, Le Grand Combat, par exemple, si vous connaissez Henri Michaud. Alors, c'est un poème à une femme, mais assez étrange. Mon Olivine, Maragamuche, je te staloupe ta l'air sur la bouillette Mirki-Folchette. J'accramuse ton épaulette. Je crudis malmi ta rinapape. Je te cruscuse, je te goldeple. Bon, alors ça continue comme ça. Alors, tous les poèmes ne sont pas entièrement écrits dans cette langue. Parfois, c'est simplement du surréalisme, de l'image. Mais à certains moments, donc, il y a quand même
Alors donc, mais Gauvreau est une figure influente quand même, mais qui n'a pas été imitée vraiment. Et en général, ses contemporains et ceux qui vont du côté du surréalisme, je pense au jeune Paul-Marie Lapointe qui commence à écrire à cette époque-là, et que lui-même, d'ailleurs, Gauvreau va épauler, parce que Lapointe n'avait que 19 ans. Je pense à Gilles Hénaud aussi, ou à Roland Giguère. Tous ces poètes-là pratiquent un surréalisme, disons, plus, tout de même, plus apaisé. Plus... Bon, alors, je vais lire un extrait du Vierge incendiée de Paul-Marie Lapointe, parce que ce recueil-là, écrit à l'âge de 19 ans, a quand même beaucoup marqué les esprits, et pendant longtemps, on va s'y référer. Alors, voici un des poèmes. Ce sont des poèmes un peu en prose, mais... Je ne sais pas vivre, champignons dans les huttes, cloison du crâne. Je ne sais pas vivre, les moutons de salpêtre broutent ma barbe, lèchent mes lèvres. Je ne sais pas vivre, les cordes d'oiseaux dans mon cou, 2 épingles droites au sein de filles à chapeau, chant de romantiques fleurs, le paquet de fumeurs contre la chemise, plein la bouche, les jujubes sucrées. Je ne sais pas vivre, les livres sont les étagères de mon histoire. Bon. Alors, donc l'image est très libre, très surréaliste. Mais ce que je veux dire, c'est que cette révolution surréaliste, c'est aussi une révolution québécoise, hein, il faut bien le dire. Et peut-être le meilleur exemple de ça, c'est Gilles Hénaud, dans un poème qui est assez connu aussi, qui s'appelle Bordeaux sur Bagne, qui est vraiment un poème de dénonciation. Ce qui dénonce, en fait, c'est la soumission, c'est l'obéissance. Selon lui, c'est un peuple qui s'est avachi, si on peut dire. Et alors là, il y a une espèce de diatribe assez violente. Peuple de la semaine des 3 jeudis maigres et des vendredis saints, peuple moutonnant, peuple adorateur de chasubles, peuple somnolent sous les chairs d'immondices, peuple de la patrie des 25% légendaires et des loups-garous sur les routes qui remontent vers notre maître le passé. Alors, notre maître le passé, c'est une référence au chanoine Lionel Groulx, qui est le grand historien de la première moitié du 20e siècle au Québec, et qui commence à être vu à l'époque comme une figure passéiste. Alors donc, c'est une dénonciation aussi du catholicisme, évidemment, très forte. Alors, donc, la révolution surréaliste aussi va être une occasion de révolte plus générale, qui a une teneur, on pourrait dire même politique, mais à l'époque absolument impuissante, puisqu'on est sous le régime de Maurice Duplessis, un régime finalement conservateur, il va rester au pouvoir, Duplessis, jusqu'en 1959. Alors. Pour parler en termes de génération, peut-on dire que les auteurs publiés aux éditions de l'Hexagone constituent eux aussi une génération? Et comment se distinguent-elles de l'autre, puisqu'ils ont à peu près le même âge? S'agit-il plutôt d'une génération d'écriture liée au thème du pays? Quelle place y prennent alors les femmes ou des écrivains venus d'ailleurs dans cette Amérique étrangère dont parle Michel Van Scandel? Bon, c'est assez intéressant parce que les poètes de l'Hexagone sont effectivement assez plutôt contemporains, parfois de quelques années plus jeunes que les poètes surréalistes comme, disons, Gilles Hénaud et Claude Gauvreau, mais à peine. Alors, en gros, ça serait la même génération. Mais les poètes de l'Hexagone, rassemblés autour de Gaston Miron et de plusieurs de ses amis, Jean-Guy Pilon et plusieurs autres, qui sont aussi poètes, sont pas des révolutionnaires comme tels. Et s'ils sont influencés par le surréalisme, c'est d'une façon, c'est le surréalisme en tout cas le plus, peut-être le moins éclaté, c'est sûrement pas celui de Gauvreau. Il y a une influence de René Char et d'Éluard, sans doute. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que le lien, en particulier chez Miron, le lien, la révolte contre le catholicisme et tout ça est pas si évidente. En fait, on a plutôt un héritage de l'humanisme chrétien, et plusieurs de ces poètes-là, au moins dans leur jeunesse, ont été dans des mouvements de jeunesse catholiques. Mais un catholicisme qui était disons, à distance de l'institution, qui était un peu en dissidence par rapport à l'orthodoxie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, chez ces poètes-là, ce qu'on appelle la génération de l'Hexagone, au départ, il y a aussi des influences folkloriques qui pourraient ramener au terroir aussi, c'est-à-dire donc le sens du pays, le sens de la nature.
est présent également dans ce mouvement-là. Ce qui est intéressant par ailleurs, c'est que plusieurs des poètes surréalistes dont j'ai parlé précédemment, et en particulier Paul-Marie Lapointe, qui était encore jeune donc en 1945, et Roland Giguère, vont finir par fusionner avec le groupe de l'Hexagone. Parce que l'Hexagone, dans les années 50, commence à publier des poètes comme Jean-Guy Pilon, Fernand Ouellette et plusieurs autres. C'est une poésie, je dirais, c'est l'humanité face au monde, avec un sens de la responsabilité, un sens qui peut être à la fois une spiritualité, mais aussi, je dirais, un engagement à rendre le monde plus habitable, si on veut. C'est un peu ça qu'on trouve, par exemple, chez Jean-Guy Pilon. Mais alors, donc, ce mouvement-là a le mérite aussi de créer une édition de poésie qui est vraiment pour la première fois. Et l'Hexagone qui désigne parfois la France est surtout une maison d'édition au Québec, n'est-ce pas? Oui, oui. Et l'Hexagone parce qu'ils étaient 6. C'est tout simplement... Alors, il n'y a pas de référence... on pourrait penser que c'est une référence à la France, mais non. Mais ce que je dirais par ailleurs, c'est que ce qui distingue aussi ces poètes-là, c'est que ils entretiennent des relations souvent très, très fortes, d'amitié même, avec des poètes français. Par exemple, Jean-Guy Pilon va obtenir même une préface à un de ses premiers recueils, une préface de René Char. Il communique, il correspond avec lui. Miron va devenir l'ami de plusieurs poètes français contemporains. Mais l'important, c'est qu'on crée une maison de poésie qui fonctionne avec des moyens modernes et qui va, dans les années 60, connaître un foisonnement, un épanouissement absolument remarquable, souvent qu'on qualifie de poésie du pays, parce que le thème même du pays devient central dans cette poésie-là à un certain moment, en tout cas. Pierre, si les mouvements poétiques antérieurs s'inscrivaient en continuation ou en rupture avec la France ou l'Europe, est-ce que l'Amérique et l'américanité ne deviennent pas de nouveaux relais en poésie, tout comme dans la fiction des années 1960 à 80? Oui, et c'est déjà le cas même un peu avant. À la fin des années 40, il y a un petit livre qui s'appelle « La France et nous », qui a été signé par un écrivain, Robert Charbonneau, et qui déjà revendique l'américanité de la littérature québécoise, qui dit on n'est pas un simple rameau de la littérature française, on a notre propre autonomie, nos propres repères. Et Gaston Miron, en particulier, reconnaît très bien l'importance de Charbonneau et a lu La France et nous très très tôt dans son parcours. Alors, le souci d'américanité, oui, il vient à même aussi le désir de dire le pays dans des termes vraiment contemporains, dans des termes modernes, à travers de nouvelles références poétiques, une sorte d'appropriation qui en même temps est malaisé parce que plus on avance dans cette conscience d'un Québec américain, bien, on prend conscience en même temps de notre caractère minoritaire en Amérique, le fait qu'on est, et même à l'intérieur du Canada. Et donc, peu à peu, cette conscience-là va amener à une conscience politique plus élaborée qui va être celle que, en fait, on est un pays, un peuple colonisé. On est opprimé à la fois par le Canada, par les États-Unis, on se sent inférieur. Et donc, la poésie du pays et la poésie qui est portée notamment par toute la génération de l'Hexagone, c'est une poésie qui un peu comme le faisait Hainaut dans le poème que j'ai cité, rejette la soumission, mais le fait dans des termes plus politiques et en fait affirme au contraire un avenir. Le pays est à venir aussi. Il y a une marche, il y a une quête, il y a quelque chose qui est beaucoup plus dynamique que ce qu'on a connu auparavant. Donc une inspiration qui peut être marxiste même et formaliste dans certaines... qui peut l'être, mais la poésie du pays comme tel
prend plutôt une forme, je dirais, plutôt lyrique. C'est parfois une célébration. Je pense à Jean-Guy Pilon, par exemple, parlant du pays, qui est en même temps, c'est en même temps un éloge de la parole sur le pays. C'est une sorte de prise de parole qui est très importante et qui va s'incarner d'ailleurs dans le recueil marquant de 1965, signé par Roland Giguère, qui s'appelle « L'âge de la parole ». Et ce titre-là est devenu comme emblématique de toute une époque. Le moment où on dit le pays, c'est en même temps celui où la parole peut s'épanouir dans toutes ses formes, dans toutes ses modalités. Et effectivement, là-dedans va surgir le marxisme, va surgir le féminisme, et aussi un formalisme. Alors lui, on pourrait dire d'une certaine manière, est réticent à l'égard de la poésie du pays. C'est une poésie qui est marquée aussi par les courants français tels quels et qui veut déconstruire le langage, mais dans une optique critique de la bourgeoisie, critique des institutions dominantes, capitalistes. On pense entre autres La Barre du Jour, qui est fondée en 1965, qui va être le lieu classique de ça, alors que les écrivains de l'Hexagone ont créé leur propre revue, qui va devenir elle aussi majeure, c'est la revue Liberté, qui est fondée en 1959 et où la plupart des poètes de la génération de l'Hexagone vont écrire, soit publier des poèmes ou publier des essais. Et c'est une époque d'effervescence intellectuelle et littéraire, évidemment, majeure. Ce qui va aboutir à des textes beaucoup plus révoltés du côté de Denis Vanier ou de José Yvon, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Je dois dire, Denis Vanier, très jeune, publie un recueil, je crois qu'il avait 17 ou 18 ans à peine, un recueil qui s'appelle tout simplement « Je », mais quand on est adolescent, on doit d'abord dire « je », c'est ce qu'on veut faire. Alors, oui. Mais en même temps, il faut dire que tout ça, ce mouvement, parfois aussi inspiré par toutes les nouvelles tendances de la culture contemporaine, d'abord la culture rock américaine, la contre-culture de façon générale, les mouvements des drogues, les communes, la libération sexuelle, enfin tout ça, parfois d'une façon assez agressive, par exemple chez Vanier ou chez sa compagne José Yvon. Mais il faut voir que tout ça est en même temps contemporain peut-être ce qui est sans doute le plus grand et le dernier des grands recueils du pays, c'est-à-dire L'Homme rapaillé de Gaston Miron en 1970. Mais on peut dire que lorsque le recueil de Miron paraît en 70, il est assez tardif par rapport au mouvement. Tous les autres grands poètes du pays se sont déjà manifestés auparavant. C'est simplement parce que Miron a beaucoup tardé à publier son livre. Mais ça veut dire donc là, on est en face d'une situation qui va être typique des années 70, où il y a à la fois cet héritage du pays qui est encore là et qui de plus en plus se politise avec le Parti québécois qui va arriver au pouvoir en 1976, mais où en même temps, les courants contre-culturels marxistes vont prendre également beaucoup de place. Et pour revenir aux femmes peu présentes, on le disait dans l'Hexagone, elles vont prendre le relais dans la poésie des années 80. Est-ce que leur écriture s'inscrit dans une forme de militance plus ou moins partagée selon les écrivaines? Est-ce qu'on peut distinguer là aussi des phénomènes de génération? Oui. D'abord, il faut dire une chose, c'est que peut-être sans doute une des plus grandes figures du féminisme littéraire et poétique au Québec, c'est Nicole Brossard, et qu'elle est la fondatrice de La Barre du Jour en 1965. Donc, au départ, c'est plutôt une perspective formaliste, déconstructive, un langage très éclaté et tout, mais assez rapidement, après 1970, ça va prendre une tournure tout autre et c'est la montée d'un mouvement féministe qui n'est pas d'ailleurs propre au Québec. Il y a aussi la même chose aux États-Unis, au Canada anglais, en France et ailleurs. Mais très rapidement, et probablement on pourrait dire que 1975 environ est le point de départ de ce mouvement avec Nicole Brossard, France Théoret, Madeleine Gagnon et Louki Bersianic et plusieurs autres. Alors, ce sont toutes des femmes poètes. Denise Boucher, qui va publier aussi une pièce, Les filles ont soif, qui va faire un scandale, mais est en même temps un des emblèmes de ce nouveau féminisme-là. C'est l'époque du théâtre expérimental des femmes. Et que dire de ce phénomène poétique assez inédit dans la francophonie,
qu'on appelait les nuits de la poésie. Alors, quand on parle de la nuit de la poésie de mars 1970, il faut voir que quand on parle en poésie québécoise, c'est un événement pratiquement mythique aujourd'hui. Et la nuit de la poésie, c'est un produit de la fin des années 60. Ça avait été précédé par toute une série de spectacles qui s'appelait Poèmes et chants de la résistance, qui était très politique aussi, qui était autour d'une revendication du pays, qui était en même temps un appui à des mouvements plutôt radicaux comme le Front de libération du Québec, qui avait commis des actes terroristes. Il y avait de la violence dans l'air, mais il y avait aussi le sentiment que la parole poétique était enfin sur la place publique. Alors, 1970, c'est le cinéaste Jean-Claude Labrec qui décide de filmer. Et alors, on peut dire que c'est un témoignage extraordinaire sur la poésie de l'époque, dans tous ses courants, des plus lyriques et parfois un peu traditionnels aux plus éclatés, contre-culturels. On entend des jeunes poètes qui sont autour de la revue Les Herbes Rouges, qui venait d'être fondée en 1968 et qui vont être très contestataires dans les années 70, inspirés par le marxisme, une tentative de déconstruction complète du langage. On a des choses assez farfelues, un peu clownesques, et on a aussi les grands poètes du pays, comme Miron, évidemment, et plusieurs autres, Gatien Lapointe, etc. Alors, c'est un événement marquant qu'on va répéter par la suite en 1980 et tout ça, mais jamais avec le même... Il y a eu il faut dire que 1970, là, ça a cristallisé quelque chose. Il y a eu une affirmation collective extraordinaire. C'est un événement qui est mémorable. Speak white. Speak white. Un des poèmes marquants de cette soirée, c'est Speak White de Michel Lalonde, qui est un poème qui est fait pour être dit en public, qui est un poème très oral et qui est un clou de la soirée, si on peut dire, et de la nuit, vraiment, et qui est aussi un poème de solidarité avec tous les peuples opprimés de la terre. Elle dit « Liberté est un mot nègre dans les rues d'Alger et de Little Rock ». Et alors, c'est une affirmation vraiment collective extraordinaire. Alors cette première révolution féminine va bientôt être relayée par une nouvelle génération de femmes plus jeunes, féministes, mais pas toujours militantes forcément. Non, ces femmes-là sont un peu plus jeunes. Alors, disons, le courant, la période vraiment militante, la plus militante du féminisme québécois, et notamment dans la littérature et dans la poésie, c'est entre 75 et, disons, 85 ou plus tard, là, ou peut-être même un peu avant 85. Mais justement, à cette époque-là, apparaît toute une génération de femmes plus jeunes. La plus jeune de toutes, malheureusement, elle va disparaître, elle va mourir très jeune, à 26 ans, c'est Marie Huguet, qui écrit à la fin des années 70, début des années 80, et qui n'écrit pas une poésie féministe au sens propre, militant, au sens militant. Mais c'est une poésie d'une sensibilité féminine, sensibilité face au monde, c'est d'une grande pureté d'intonation, et Marie Huguet va... Mais alors... plusieurs autres poètes, femmes plus jeunes, ou du même âge que Marie Huguet, vont commencer à écrire vers cette époque-là. Je pense à Geneviève Amiot, Louise Dupré, Denise Desautels, et plusieurs autres encore, mais c'est peut-être là les figures les plus connues. Puis ensuite même, encore d'autres un peu plus jeunes, Hélène Dorion, Rachel Leclerc, Élise Turcotte, Carole David. Je dois dire que la révolution féministe des années 75-85 a complètement changé le paysage poétique au Québec. Et à partir de là, on peut parler d'une parité, ou presque, entre les hommes et les femmes en poésie. Et plusieurs des grandes figures de la poésie québécoise contemporaine, pensons entre autres à Louise Dupré, Denise Desautels, donc sont des femmes, et il y a un très grand nombre de poètes femmes qui écrivent maintenant, même dans la nouvelle génération. Donc, ça a été un déblocage absolument spectaculaire, et très rapide aussi.
Alors comment caractériser la poésie de la fin du XXe siècle où d'anciens poètes de l'Hexagone ou encore des féministes des années 80 continuent de publier des œuvres marquantes, mais de nouvelles plumes émergent déjà, notamment parmi les poètes dits de l'écriture migrante ou parmi les auteurs autochtones. Par où migre alors la poésie aujourd'hui? Bon, parlons d'abord disons la fin du siècle, de 1980 à 2000. D'abord, il y a une poésie, je pense par exemple Claude Beausoleil, mais on peut penser à d'autres poètes, où il y a une sorte de poésie de la fin du siècle, une poésie qui est à la fois qui se vit sur le mode d'un certain malaise, d'une certaine décadence, mais en même temps aussi affirme une sorte de libération tout de même de l'imaginaire. C'est une poésie donc qui marque un peu un tournant, mais en même temps aussi les années 80-90, oui, c'est vrai, les deux poètes de l'Hexagone surtout qui continuent le plus à écrire, ce sont Jacques Brault et Fernand Ouellette, quoique c'est vrai aussi dans une certaine mesure pour Paul-Marie Lapointe. Mais Jacques Brault, je dirais que ce qui est frappant dans les années 80 chez Jacques Brault, c'est un tournant un peu orientaliste avec des formes, dans Moments fragiles par exemple, des formes qui sont proches du haïku. Alors que chez Fernand Ouellette, c'est vraiment une poésie de l'intériorité tourmentée, d'une spiritualité, et lui est resté beaucoup plus proche du monde religieux. Du monde chrétien. En même temps, le goût, exactement, le côté artiste aussi, qui était toujours très présent chez lui, puis d'une façon très dénouée, il se décrit un peu comme un artisan, et c'est d'ailleurs le titre d'un de ses recueils. Bon, en même temps aussi, ce qui est remarquable dans les années 80-90, c'est l'arrivée de poètes d'origine étrangère. Bon, les Haïtiens, il y en avait certains qui étaient arrivés dans les années 60, je pense à Anthony Phelps, à Serge Le Gagnard, mais il y en arrive d'autres dans les années 80. Je pense le plus important, sans doute, c'est Joël Desrosiers, avec un recueil qui va être un peu plus tardif dans les années 90 qui s'appelle Vétiver. Alors, il y a toute une réflexion à ce moment, puis Desrosiers en est un très bel exemple, mais on trouve ça aussi chez d'autres essayistes comme par exemple Régine Robin. Donc, une vision transculturelle, itinérante, dans la culture, nomade. Et alors, l'influence de la Caraïbe, notamment, est importante à ce moment-là. On va voir apparaître aussi par la suite d'autres poètes et surtout plus récemment une maison, Mémoire d'Encrier, qui est fondée par un Haïtien d'origine, Rodney Saint-Éloi, établi au Québec déjà depuis un bon moment, qui publie beaucoup de plus jeunes poètes, non seulement haïtiens, mais d'origine étrangère également. Et alors, je pense qu'il faut le noter, chaque année est décerné un prix qui s'appelle le prix Nelligan, donc du nom du poète Émile Nelligan, à un jeune poète, ou une jeune poète du Québec. Et cette année, en 2022, c'est une poète d'origine libanaise, Emne Nassereddine, qui a remporté le prix. Alors, c'est quand même l'indice d'une diversification, mais qui a vraiment commencé à se manifester beaucoup dans les années 80 et qui a donné lieu aussi à une sorte de pensée. Bon, on a parlé parfois d'écriture migrante et ça a été important. Et quels seraient alors les courants actuels dans les années 2000, à l'aube du XXIe siècle? Bon, alors, c'est évidemment toujours difficile de parler de ce qui est le plus récent, mais je dirais il y a un courant qui peut prendre des formes diverses, mais qui à mon avis, est autour d'un thème qui est très présent. C'est un sentiment de la douleur de vivre dans ce monde contemporain. C'est une douleur parfois physique. C'est un sentiment, c'est face à un sentiment de déréalisation, de non-sens, de chaos. Et chez plusieurs poètes qui sont arrivés à maturité, j'ai mentionné des femmes, Louise Dupré, Denise Desautels, mais il faut mentionner aussi des hommes, parmi les plus importants, à mon avis, Normand de Bellefeuille, sûrement, avec une trilogie qui s'appelle Mon nom, Mon visage, Mon bruit.
René Lapierre, avec un recueil paru en 2017 qui s'appelle Les Adieux. Carole David aussi, avec L'année de ma disparition. Alors, chez tous ces poètes-là, il y a un portrait souvent très critique du monde contemporain et un sentiment, une plongée dans un monde qui n'est pas nécessairement un cauchemar, mais qui peut l'être parfois chez Carole David, mais en tout cas qui est extrêmement douloureux. La vie est lourde, et ça, c'est sûrement... Mais chez des poètes qui sont quand même déjà rendus à 60 ans ou 70 ans. Bon, c'est ce que j'appellerais donc les poètes de la douleur du monde. Bon, il y a un deuxième courant qui, lui, est assez différent, ce qui est un nouveau réalisme, qui est en même temps souvent très, sur le plan linguistique, qui est beaucoup plus proche de l'oralité, d'un langage très parlé. Chez beaucoup de jeunes poètes qui ont été influencés en particulier par un poète franco-ontarien qui s'appelle Patrice Desbiens, qui est très important, et qui maintenant vit au Québec. Et c'est une poésie du réel immédiat, mais en même temps qui parfois avec une sorte de torsion qui le rend un peu étrange. Mais c'est une poésie en tout cas très directe, volontiers frappante, parfois un peu agressive même, et qui donne lieu souvent à des performances orales, des performances publiques qui sont quand même marquantes. Alors après le nouveau réalisme, on peut parler d'autres tendances ? Oui, alors que la poésie québécoise des années 70-80 avait eu tendance à s'urbaniser beaucoup, et c'était vrai pour la poésie fin de siècle dont j'ai parlé, c'était vraiment la nuit urbaine avec toute son effervescence, la ville comme lieu excitant, tout ça. Eh bien là, au contraire, il y a tout un courant de poètes, parfois très jeunes, dont on pourrait dire qu'ils sont régionalistes, mais pas dans le sens peut-être traditionnel, conservateur, mais en tout cas, leur poésie retourne souvent vers leur région natale, que ce soit le Saguenay, la Côte-Nord, l'Abitibi. Donc, on redécouvre un peu les régions à travers ces poètes-là, mais d'une manière très, très contemporaine en même temps. C'est pas nostalgique, c'est pas... mais c'est une sorte de réalisme de la région, si on veut, et d'appropriation du territoire. D'une façon plus générale, le rapport au territoire s'enrichit, sans doute à cause de la conscience écologique qui est évidemment à l'avant-plan, mais cette poésie-là, en tout cas, est beaucoup moins marquée par l'urbanité. C'est une poésie qui peut être intimiste aussi, mais intimiste dans les régions. Bon, alors, ce qui se greffe là-dessus aussi, c'est qu'en même temps, les poètes autochtones, pour la plupart, viennent de ces régions-là, qui viennent du lac Saint-Jean ou de la Côte-Nord ou d'ailleurs. Les poètes Innu, par exemple, comme Joséphine Bacon, Natacha Canapé-Fontaine, viennent de la Côte-Nord, de la région de cette île ou pas très loin. Alors, donc, ces poètes-là aussi disent leur territoire. Et ce qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est que chez une poète comme Natacha Canapé-Fontaine, qui écrit un livre qui s'appelle Manifeste Assis, et Assis, c'est un mot Innu qui veut dire terre, manifeste de terre, eh bien, elle se réfère aux poètes du pays. Elle cite les poètes québécois des années 60, mais pour les faire siens et pour dire son propre territoire. Alors, il y a cette tendance-là qui est importante aussi chez Marie-André Gill, qui est née au Lac-Saint-Jean et qui écrit une poésie très contemporaine, une poésie très jeune. C'est vraiment pas le Lac-Saint-Jean de carte postale, là. C'est vraiment, on pourrait dire, un Lac-Saint-Jean un peu trash. Oui. Et donc, il y a ce courant-là aussi qui est très présent. La question du territoire d'ici, oui, mais aussi des territoires d'ailleurs. Oui, tout à fait. Stéphane Martelly, Rodney Saint-Éloi, Laurie Jean-Louis, lui et elle sont tous originaires d'Haïti, ou en tout cas ont des parents originaires d'Haïti. Je pense à une poète comme Nadine El Taïf qui est d'origine libanaise. Je pense à Nicolas Dawson qui est d'origine chilienne. Alors, c'est sûr qu'il y a ces imaginaires qui tendent à se métisser, parce qu'en même temps, c'est aussi, chez certains, l'arrivée à Montréal, donc le choc des cultures, c'est
c'est le pays perdu, mais aussi le pays qu'on cherche à s'approprier. Et donc, ça donne lieu à une grande hybridation poétique, je dirais. Et qui trouve des lieux d'édition. Qui trouve des lieux d'édition. Alors, Mémoire d'Encrier, je l'ai mentionné, fondée par Rodney Saint-Éloi, et aujourd'hui, c'est une maison qui occupe une grande place, notamment, pas seulement du côté de la poésie, mais en particulier de ce côté-là. Mais ce qui est assez caractéristique aussi des 20 dernières années, c'est la multiplication des lieux d'édition. Alors, l'Hexagone est resté, mais on peut dire qu'aujourd'hui, l'Hexagone occupe beaucoup moins de place dans le décor. Sont apparus dans les années 70 les éditions du Norrois, qui sont une maison florissante. Les éditions Les Herbes Rouges, qui sont héritières d'une revue qui avait été fondée à la fin des années 60 et qui, j'ai mentionné tout à l'heure Normand de Bellefeuille, c'est un poète qui a été aux Herbes Rouges. Mais maintenant, on voit apparaître d'autres maisons. Je pense à Poète de Brousse, Le Cartanier, La Peuplade, Loi de Cravant, etc. Alors, un grand nombre d'autres. Ce qui est frappant, c'est la très grande diversité, y compris d'ailleurs en région, mais évidemment, plusieurs de ces maisons sont centrées à Montréal. Alors pour finir, Pierre Neveu, vous êtes très discret sur vous-même. Vous-même, le poète et l'universitaire, vous qui avez traversé, qui avez analysé, qui avez accompagné un certain nombre de ces mouvements, vous-même compagnon de route et d'écoute de Gaston Miron, vous-même poète du Norrois, comment situez-vous vous-même votre poésie par rapport à ce qu'on nomme parfois le grand récit québécois, par rapport à la référence nationale ? Par rapport à certaines crispations aussi que vous pointez dans votre dernier essai. Vous-même, Pierre Neveu, écologiste du réel et des lieux du Nouveau Monde, comme citoyen et comme poète des lieux et de l'échange, quel poète êtes-vous ? Quel poète je suis? Ben, je dirais, je me décrirais d'accord comme un peu un solitaire, c'est-à-dire que j'ai jamais appartenu à aucun groupe, mais je suis pas le seul dans ce cas-là. Forcément, quand on fait un panorama comme celui-là, les poètes qui ont un peu échappé au courant, je pense à des poètes comme Pierre Morancy, Michel Beaulieu, Alexis Lefrançois, et je pourrais en mentionner d'autres aussi. Ce sont tous des poètes de grande qualité, mais qu'on ne peut pas rattacher clairement à des mouvements comme tels. Alors ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je dirais, ma poésie a été d'abord très urbaine aussi, parce que comme plusieurs poètes de ma génération, je voulais dire la ville, et il faut dire que j'étais natif de Montréal, et donc pour moi, c'était la réalité que je connaissais le plus. Mais avec le temps, pour moi, ma poésie, je la décrirais comme une méditation personnelle sur le monde contemporain. Très marqué par un souci quand même de réalisme, la vie de quartier, les lieux. J'aime aussi donner la parole à des personnages donc, je projette ma voix dans d'autres voix. Par exemple, j'ai fait un recueil qui porte donc un sujet qui paraît peu poétique, la construction et l'échec de l'aéroport de Mirabel au nord de Montréal, un gigantesque aéroport qui devait devenir la porte de l'Amérique, mais qui a été un échec lamentable. Et là, je donne la parole, par exemple, à un arpenteur qui, avant la construction de l'aéroport, qui explore le territoire, à une femme de ménage. Et dans un autre recueil, d'ailleurs, cette femme revient, mais elle travaille la nuit dans les édifices du centre-ville. Alors, j'aime beaucoup cette idée d'altérité, de me projeter dans... Mais c'est toujours quand même une méditation sur le monde, sur pour moi, les objets, les lieux sont extrêmement importants. L'habitation des lieux. Pour moi, un poème doit être situé quelque part. Et dans les poèmes plus récents, alors, ça prend peut-être une tournure encore plus personnelle, intimiste. Par exemple, les femmes ont toujours été importantes dans ma poésie, mais par exemple, l'espace caressé par ta voix, c'est à la fois un peu un discours à ma petite fille qui est encore très jeune, et c'est un peu une exploration de son avenir et de mon avenir à travers elle, et en même temps qu'un discours aussi amoureux à ma compagne. Alors donc, mais pour moi, le poème, c'est d'abord
une syntaxe. C'est une méditation, mais qui est organisée, qui est... j'aime pas le discours éclaté, j'aime les liaisons, et pour moi, les liaisons sont constructrices de liens, c'est un monde qui s'élargit. Pour moi, le poème, c'est un monde qui s'élargit et qui, en s'élargissant, prend acte de tout ce qui est là. Cherche à l'englober dans une méditation qui leur donne sens aussi à ces objets-là et à ces lieux-là. Merci Pierre Neveu pour cette belle traversée de la poésie québécoise. Toutes ces liaisons que vous avez établies entre les imaginaires poétiques d'hier et d'aujourd'hui, pour tous ces auteurs dont vous avez généreusement porté la voix. Merci, ça me fait plaisir.